Beaucoup. Allez, les midi 37, c'est l'heure du débat de Vianov. Installez-vous, mesdames. Alors, on estime à 2,3% le taux d'enfants précoces, un taux invariable qui, rapporté à la France, représente à peu près 200 000 élèves âgés de 6 à 16 ans. Si l'on ajoute au potentiel intellectuel le potentiel artistique ou créatif, ce chiffre est facilement doublé. Une particularité que certains considèrent comme une chance, mais qui peut être source de difficultés scolaires ou encore sociales. Alors, comment détecter ces jeunes à haut potentiel? Comment les accompagner au mieux? Pour en parler, nous accueillons Kelly Rayeri, conseillère pédagogique de l'Éducation nationale. Bonjour. Pascal Balench, à vos côtés, coach pour adultes à haut potentiel. Bonjour et bienvenue. Et Marie-Amélie Garcia, psychologue et auteure du journal d'Hugo. Et puis, depuis Bastia, nous retrouverons Sébastien Manchovi, responsable de l'Association française pour les enfants précoces de Haute-Corse, voilà, qui répondra à nos questions depuis notre plateau Bastia. Bonjour Sébastien. Alors, Marie-Amélie Garcia, quels sont les critères objectifs qui permettent de qualifier un enfant de précoce? Alors, on ne dit plus surdoué, on dit précoce ou à haut potentiel. Voilà. Alors, quels sont les critères objectifs? Alors moi, j'aime mieux déjà le terme haut potentiel que précoce, parce que précoce dans le temps, ça marche plus. Hein. Exactement. À l'âge adulte, il est précoce de quoi? Bon, on se demande. C'est ça. Voilà, donc on parle bien d'enfants. Haut potentiel. Vous avez une discussion à ce propos? On a un petit compte à régler tout à l'heure. Si je vais vous amener des choses. Voilà. Donc, voilà, de manière objective, on a des tests psychométriques, mais disons que bien en amont des tests psychométriques, on se rend compte très petit, en général, des traits caractéristiques des hauts potentiels. Les parents, notamment, peuvent s'en rendre compte. Parfois, ils sont hauts potentiels eux-mêmes, donc ils peuvent passer à côté, mais globalement, on s'en rend compte rapidement. Alors, par exemple, parce que je suppose que tous les parents trouvent que son enfant est formidablement éveillé et plus tonique que la moyenne. Alors, comment, de manière plus objective, comment on peut définir ça? Ils sont tous effectivement éveillés. Après, il y a des choses, et ce sont des enfants qui sont hyper. Il va y avoir des petits détails. Ils sont hyper, donc au niveau sensoriel, par exemple, c'est très particulier. Vous allez avoir des enfants qui ne veulent pas s'habiller avec les affaires que vous voulez leur faire porter. Les étiquettes me grattent, bon, ils vont être sensibles facilement au son, ils vont avoir une mémoire extraordinaire, souvent. Après, c'est des profils qui sont tous différents, mais il y a quand même des similitudes. Donc ils sont hyper intenses aussi, parfois très colériques. Dans l'absolu, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours une raison derrière. Qui peut être une injustice, que ressentent comme telle en tout cas. Et puis, ils ont très tôt des interrogations vis-à-vis de la mort. Ils ont besoin d'expliquer la mort, donc des théories de l'esprit très jeunes. Et ça peut être très impressionnant. Alors, comment on les amène à la phase de test? Chez qui va-t-on? Un spécialiste, un médecin? Vers qui se tourner quand on est parent et qu'on n'a pas trop d'indications sur le sujet? Alors, commence à l'enquête, ça dépend des régions. Il y a des endroits, c'est plus difficile que d'autres pour être orienté comme il faut. Généralement, à l'entrée à l'école, quand il commence à y avoir des soucis, on va vous dire allez voir un neuropsychologue ou la psychologue, le psychologue scolaire, qui va vous faire passer un test. Donc voilà, il y a des observations cliniques aussi qui sont très importantes. Donc il faut essayer de trouver la bonne personne. Vous en recevez beaucoup? Alors moi personnellement, je ne vais pas passer de test. Par contre, j'accompagne en fonction des résultats à ce test. J'accompagne les parents qui sont en difficulté avec leur enfant ou un enfant qui est en difficulté. Voilà. Et que veut dire le chiffre qu'on accole au quotient intellectuel? Parce qu'il y a une espèce de barrière ou de moyenne à franchir. C'est quoi? C'est 120, 130, 140? Oui, voilà, alors c'est très compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'entend même pas tous, nous les psychologues, les psychiatres, etc. En fait, je suis pour ma part certaine qu'au-delà de 130 à un seul score, parmi tous les indices qu'on essaye d'évaluer, eh bien, vous avez déjà un profil au potentiel. Voilà. Et 130, en fait, c'est où vous êtes positionné sur la courbe normale de Gauss par rapport à l'ensemble de la population. Voilà. Et à partir de quel âge on peut faire traiter? Alors, il y a des tests assez tôt, mais disons qu'à partir de 4-5 ans, vous pouvez commencer à avoir des tests qui sont pertinents dans la définition des profils. D'accord. Alors, on imagine que les parents jouent un rôle essentiel. Et là, je m'adresse à vous, Sébastien. Vous êtes donc responsable de l'Association française pour les enfants précoces de Haute-Corse. Comment les parents gèrent-ils l'identification et la détection de ce haut potentiel? Alors, avant tout, j'aimerais apporter aussi notre définition. Alors, je m'entends en retour, c'est difficile. C'est bon, excusez-moi. Voilà. En fait, les enfants au potentiel, pour sortir des préjugés, moi je pense que ce ne sont pas des enfants plus intelligents. Vraiment, on peut dire que ce sont des enfants qui vont avoir
de manière, on va dire, un enfant de 8 ans, par exemple, au potentiel, va avoir des relations avec des enfants de 8 ans, dans un corps de 8 ans, avec des attributs de 8 ans, mais va avoir un mental, une conception du monde, au niveau de la mort, comme le disait notre Marie-Amélie Garcia, au niveau du questionnement du sens de la vie, sur différents concepts qui vont être plus élevés que son âge. Voilà, et aussi un émotionnel qui va être des fois en deçà de leur âge. Donc vous pouvez aussi imaginer finalement l'éclatement de ces enfants des fois qui peut être plus ou moins important et plus ou moins dur pour eux, quoi. Et aussi avec un émotionnel qui va être vraiment des fois même en deçà de leur âge, quoi. Donc au niveau des parents, souvent ils sont amenés à être conduits chez les psychologues parce que justement il y a une souffrance à la base, quoi, voilà. Et cette souffrance, c'est rarement des enfants hyper intelligents qu'on va amener. Voilà, donc donc voilà, surtout la souffrance. Alors Sébastien, quelles sont les actions menées par la FEP pour accompagner les enfants et leurs familles justement ? Alors la FEP sur la Haute-Corse, donc c'est une antenne qui s'est mise en place, qui a été reprise depuis pas longtemps, depuis mai 2018, par quelques bénévoles, à la fois sur la Haute-Corse et sur la Corse du Sud. Moi, je représente la Haute-Corse. Donc les actions, il y a une permanence téléphonique qu'on peut trouver sur le site de la FEP nationale, où en tant que parents et en tant que représentants, on essaie d'aider les parents, en tout cas par la parole et en donnant des conseils. Il y a aussi le groupe Facebook qui est assez actif, qui compte 207 membres, avec 70 enfants détectés à peu près dedans, où les réseaux sociaux permettent une interaction plus facile, des conseils, etc. Dernièrement, on a mis en place aussi une conférence, on a fait venir un conférencier spécialiste du haut potentiel, qui a fait une conférence sur les émotions, les tempêtes émotionnelles chez l'enfant au potentiel, à l'école et à la maison. C'était monsieur Jean-François Laurent. Et donc on a le but un peu de développer et de mettre en place peut-être des cafés rencontres entre parents, des rencontres entre enfants, voilà, sur la Haute-Corse et sur la Corse du Sud. Et je pense qu'au mois de mai, il y aura aussi un pique-nique prévu à Vidzavone pour que les parents de Corse du Sud et Haute-Corse puissent se rencontrer. Voilà. Merci beaucoup. Sébastien. Flo, vous avez une question pour Oui, Pascal, vous êtes coach pour adultes de haut potentiel, mais vous êtes également maman d'un enfant à haut potentiel. Comment vous en êtes-vous rendu compte ? J'ai envie de dire, je vais rejoindre Marie, je vais rejoindre Sébastien. Oui. Tempête émotionnelle, des comportements dans le quotidien qui posaient souci, un enfant qui se sentait pas bien, mais vraiment le côté émotionnel ressort beaucoup, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont du mal à gérer ces tempêtes-là, il faut que ça sorte, il faut que ça s'extériorise. Mais on fait une vraie distinction avec les caprices. Parce que alors, ils peuvent être Alors capricieux, justement, le problème, c'est qu'au départ, en tant que parent, on est un peu paumé là-dedans, hein, parce qu'on essaye de comprendre. Et la difficulté, elle est là. C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui fait que cet enfant est en souffrance, qu'il y a des interactions entre parents et enfants sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Il y a une espèce de synchronicité qui se fait plus du tout, donc on essaye de comprendre. On voit bien que notre enfant a des problèmes comportementaux. À un moment donné, ça touche sur son comportement. Oui, ça peut être une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. Donc, on va se rapprocher d'un psychothérapeute, on va se rapprocher de gens dont c'est le job, j'ai envie de dire, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, oui, on est dirigé ensuite vers des professionnels compétents qui vont nous dire, mais regarde, peut-être que ton enfant, ce serait de l'ordre peut-être du haut potentiel. Et donc, à ce moment-là, il y a les tests qui vont se mettre en place. Le but, c'est qu'en fait, les parents, à un moment donné, arrivent à mettre des mots sur des mots, MAUX, pour comprendre ce qu'ils ne comprennent pas au départ. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on a pointé du doigt quelque chose, alors on va aller étudier et se rapprocher de ce paradigme des HPI pour en fait mettre en lumière l'identité de notre enfant. On sent qu'il se passe des choses, mais on a du mal à et on imagine le soulagement voilà. après. Quoi. Et comme le disait Sébastien, on sent qu'il y a un potentiel quelque part, on sent qu'il y a des choses qui sont très fortes. C'est vrai, hyper plus dans tout en fait. Hyper plus, voilà, hyper. C'est pas plus, mais c'est un peu plus que d'autres, en fait. Voilà, c'est pas une intelligence supérieure, c'est hyper. Mais du coup, une fois qu'on comprend et qu'on met les mots, ben, en tant que parent, c'est un soulagement parce qu'on va mieux accompagner notre enfant. Et en fait, les interactions se font parce que c'est vrai qu'on se sent quand même très seul, qu'on a besoin d'interagir, mais avec le temps, ben, on arrive à se retrouver. Hein, ça fait aimant, hein, et c'est bien cool. Sûr. Quoi. Voilà. Kelly, comment l'école, l'éducation nationale appréhende ce phénomène d'enfants précoces ou à haut potentiel ?
C'est une problématique voilà, qui fait partie des préoccupations de l'école, dans le cadre notamment du principe de l'école inclusive, qui a été réaffirmé ces derniers mois dans le projet de l'école de la confiance. Et à l'échelle de l'Académie de Corse, le principe de l'école inclusive et l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment des EIP, fait partie du projet académique. Donc voilà, je pense que l'école a un double rôle, celui de repérage. Il est évident que pour qu'il y ait un diagnostic qui soit établi par un professionnel, il faut qu'une personne ait émis cette hypothèse. Et l'école, je pense, a un rôle fort à jouer, au même titre d'ailleurs que les familles et que les professionnels qui gravitent autour des enfants. Et puis un rôle évident d'accompagnement. Chaque élève doit se voir proposer des réponses adaptées en fonction, certes, des difficultés et des besoins, mais aussi en s'appuyant sur les centres d'intérêt et sur les points d'appui des enfants. Justement, comment on combine l'apprentissage, la notion d'apprentissage, de la scolarité, et puis l'épanouissement personnel, vous le disiez, avec des comportements... Ce sont des enfants qui ont besoin de mettre du sens à tout ce qu'ils font, que ce soit au sein de l'école qu'à l'extérieur. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être motivés. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être rassurés, de créer des liens. Et c'est vrai, comme le disait Sébastien, on va dire que intellectuellement, peut-être des fois avancer sur certaines choses, mais émotionnellement, très souvent, on parle souvent d'un enfant plus mûr que son âge, oui, sur certaines choses, qui sera plutôt de l'ordre de l'intellect, mais de l'ordre de l'émotionnel, ça reste un enfant. Et j'ai envie de dire qui ont du mal très souvent à faire la différence entre un professeur et la matière qu'on leur enseigne, parce que la partie affect est très importante. Et il y a vraiment une lacune souvent à ce niveau-là, c'est savoir gérer ses émotions, les accueillir, pour du coup permettre un dialogue plus serein, un épanouissement, comprendre, communiquer. Voilà. Donc il y a un travail vraiment sur soi pour être vers l'extérieur après mieux, quoi. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces enfants et puis par ricochet, j'ai envie de dire, par leur famille et les parents? Alors au sein même de l'école, bien souvent, il y a une Et au-delà? Oui. Alors a priori à l'école, il y a souvent une déception de l'enfant bien souvent ils sont très contents de se rendre à l'école et puis ils sont vite en dénutrition, quoi. Il y a un problème. En plus ils se sentent un peu seuls au monde. Il y en a un par classe environ, donc ils se sentent différents même s'ils peuvent pas le mettre en mots. Et quand on se sent différent, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là en tout cas? On va se trouver nul. Donc on va très vite tomber dans des propos très très inquiétants de bonheur pour certains enfants. Ça fait aussi une partie des choses qui font qu'on peut les repérer. Voilà. Confiance. C'est ça. Kelly, est-ce qu'il vaut mieux les regrouper dans une classe ou les dispatcher, je dirais, pour un meilleur échange? Si on est en accord avec le principe de l'école inclusive, les élèves intellectuellement précoces, comme tous les autres élèves à besoins éducatifs particuliers, doivent être scolarisés dans une classe entre guillemets ordinaire. Je pense que déjà c'est une chance pour le groupe classe, pour le collectif, parce que ça permet de travailler aussi l'acceptation de la différence. On travaille des valeurs humaines. Et puis ce qui est préconisé pour les élèves intellectuellement précoces est souvent très bénéfique pour l'ensemble des élèves. Donc voilà, ce qu'on va mettre en place pour ces élèves-là rejaillit aussi sur l'ensemble de la classe. Merci. On va conclure avec Sébastien peut-être. Oui, bien sûr. Sébastien, est-ce que vous êtes là? Il est loin. Je suis là, oui. Alors pour conclure, est-ce que les enfants précoces, est-ce un avantage ou un handicap pour vous? Est-ce un avantage ou un handicap? C'est compliqué. C'est-à-dire que les enfants précoces, si on peut définir ça, c'est les paroles d'un psychologue qui s'appelle Carlos Tinoco, qui a dit récemment qu'un enfant précoce, c'est un enfant qui ne peut pas voir que le monde ne tourne pas très rond. Donc c'est pas une définition extraordinaire, je trouve, mais ça peut être un avantage d'être conscient du monde, peut-être, d'être très conscient du monde, mais ça peut être aussi un désavantage, et ce qui met en décalage avec les autres enfants, au niveau scolaire et social des fois. Voilà. Pour conclure très vite, Pascal. Oui, moi j'ai envie de dire que la précocité, le potentiel, même si c'est vécu au départ parfois comme un fardeau, il faut s'en servir réellement comme un cadeau, parce que d'être HPI, c'est un don en même temps. Oui. Donc ce potentiel, il va falloir le mettre en lumière, vraiment, quoi. C'est un cadeau. En 5 secondes. Oui, il faut savoir que ce qui les invalide, c'est le regard de la société. Donc il faut s'ouvrir à eux et ça ira beaucoup mieux pour eux, il n'y aura plus de problème. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci Sébastien également en direct de Bastia. On se retrouve dans un instant pour la 3e partie sur Via Steel, bien sûr.